Quand le fils d'Emma a ramené un rhume de l'école, elle a vu un truc assez déroutant se passer sous ses yeux. Ah oui. Son fils, une fièvre carabinée, le nez qui coulait sans arrêt, à peine l'énergie de bouger du canapé. Et M, elle, rien du tout. Zéro symptôme. Alors qu'elle était en première ligne, j'imagine. Exactement. Même maison, même repas, les câlins. On pourrait se dire, bon, c'est de la chance. Mais en fait, non. C'est le reflet de cette danse invisible, cette interaction hyper complexe entre nous, l'hôte, et l'envahisseur, le pathogène. C'est tout à fait ça. Et cette danse, ce n'est pas du tout une histoire simple de gentil contre méchant. Non. C'est une négociation biologique qui a été façonnée par des millions d'années d'évolution. Et c'est justement ça qui explique pourquoi une même infection va clouer quelqu'un au lit une semaine, alors qu'une autre personne exposée de la même manière ne va même pas s'en rendre compte. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger au cœur de cette relation. Et pour le faire, nos sources sont principalement des textes de pharmacologie. Ce qui est un angle intéressant. Oui, c'est un angle unique, parce qu'en nous montrant comment les médicaments exploitent les faiblesses des pathogènes, eh bien, ces textes nous révèlent en fait les règles du jeu, les règles cachées de cette bataille. La mécanique interne en quelque sorte. Voilà. On va donc décortiquer les stratégies d'attaque des microbes, les défenses de notre corps, et puis comment la médecine essaie de faire pencher la balance. Alors, commençons par le point de vue de l'assaillant. Pour un virus, une bactérie, notre corps, ce n'est pas juste une cible. Non, c'est un bien immobilier de premier choix. C'est exactement ça. Un environnement chaud, stable, plein de nutriments, le rêve. Le paradis pour s'installer, se multiplier et puis se propager. Mais bon, s'emparer de ce territoire, ça demande une stratégie, un vrai manuel d'invasion. Et la première étape, c'est d'entrer. Entrer et s'accrocher. D'abord, trouver une porte d'entrée, une petite coupure, des gouttelettes qu'on inhale, un aliment. Mais une fois à l'intérieur, il faut s'attacher, sinon on est balayé. C'est le principe de la clé dans la serrure. La clé dans la serrure. C'est-à-dire, mais prenez le virus de la grippe, à sa surface, il a des protéines spécifiques, des clés, en quelque sorte. D'accord. Et ces clés sont conçues pour s'emboîter parfaitement dans des serrures, des récepteurs à la surface de nos cellules respiratoires. Si la clé n'entre pas dans la serrure, Mhm. le virus ne veut pas infecter la cellule. Exactement. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Sans cette adhésion, il n'y a pas d'infection. Ok, donc le pathogène a réussi à entrer, et là j'imagine, ça se corse pour lui. Il est en territoire ennemi. Voilà. Et ce territoire est patrouillé en permanence par notre système immunitaire. Une police de tous les instants. Donc la deuxième étape, c'est l'art de se cacher. Le camouflage. Oui, un camouflage digne d'un film d'espionnage. Certaines bactéries, par exemple, s'enveloppent dans une capsule, une sorte de cape d'invisibilité qui ressemble à nos propres cellules pour échapper aux patrouilles. Et d'autres sont encore plus audacieux. Beaucoup plus. Le VIH est l'exemple le plus frappant. Il ne se cache pas, il attaque directement le quartier général. C'est-à-dire, Sa cible principale, ce sont les lymphocytes T, les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire. C'est un peu comme un cambrioleur qui volerait l'uniforme du chef de la sécurité pour neutraliser le système de l'intérieur. c'est fou. L'ennemi utilise nos propres forces contre nous. Il y a aussi l'exemple de la bactérie de la tuberculose, qui est une reine de la dissimulation. Oui, Mycobacterium tuberculosis, elle est particulièrement maligne. Normalement, quand une bactérie est repérée, des cellules immunitaires, les macrophages, arrivent pour la manger et la détruire. C'est leur job. Voilà. Mais la bactérie de la tuberculose, elle, a évolué non seulement pour survivre à l'intérieur de ces macrophages, mais pour les transformer en abris, en niches protégées. Elle transforme la cellule censée la tuer en incubateur. C'est exactement ça. Elle s'y installe et s'y multiplie, à l'abri du reste du système immunitaire. Donc, le pathogène est entré, il s'est caché. C'est quoi la dernière étape de son plan jambé? La transmission. C'est le but ultime. Et là, il y a une idée un peu contre-intuitive. Un pathogène qui tue son hôte trop vite, d'un point de vue évolutif, c'est un pathogène qui a échoué. Ah oui, c'est vrai. Les plus performants trouvent un équilibre. Se reproduire assez pour se propager, mais sans détruire leur bien immobilier trop vite. Et les symptômes qu'on ressent, la toux, les éternuements, ce ne sont pas que des dommages collatéraux alors. Souvent, pas du tout. Ce sont des stratégies. La toux propulse le virus du rhume dans l'air, la diarrhée du choléra contamine l'eau. Les symptômes sont le véhicule du pathogène pour aller vers un nouvel hôte. C'est incroyable, on dirait un envahisseur hyper stratégique. Mais heureusement, notre corps n'est pas passif, on est une forteresse. C'est une excellente analogie. Nos défenses sont comme les fortifications d'un château médiéval, avec plusieurs couches. La première ligne, ce sont les murs.
Les remparts extérieurs, oui. Hmm. Nos barrières physiques. La peau, c'est le mur principal. Dans les voies respiratoires, le mucus, ce sont les douves qui piègent les envahisseurs. L'acide de l'estomac, c'est un bain mortel pour la plupart des microbes qu'on avale. Et même les larmes font partie de ce système de défense. C'est bien ça? Absolument. Elles contiennent des enzymes, comme le lysozyme, qui sont de puissants antimicrobiens. Chaque barrière est pensée pour bloquer l'entrée. C'est fascinant. Mais bon, aucune forteresse n'est imprenable. Qu'est-ce qui se passe quand un assaillant arrive à franchir le mur d'enceinte? Là, la deuxième ligne de défense entre en jeu. L'immunité innée. C'est la garde générique du château. Elle se déclenche en quelques minutes. Et elle n'est pas spécifique. Non. Sa devise, c'est « on tire sur tout ce qui n'a pas le bon uniforme ». Des globules blancs, les neutrophiles, affluent en masse pour manger les envahisseurs. Et la fièvre, l'inflammation, c'est le bruit de la bataille en quelque sorte? C'est plus que ça. Ce sont des armes. La fièvre augmente la température et ralentit la reproduction des pathogènes. C'est une stratégie. L'inflammation, elle, augmente le flux sanguin pour amener plus de soldats sur le champ de bataille. D'accord, donc les murs, puis la garde générale. Et si l'ennemi est trop fort, si la garde est débordée, on fait appel aux forces spéciales. C'est exactement ça. C'est la troisième ligne. L'immunité adaptative. Une défense sur mesure extrêmement puissante. Pensez à des snipers d'élite. Mais ça prend du temps à mettre en place. Oui, des jours, parfois des semaines. Le temps que le corps analyse l'envahisseur et fabrique des armes spécifiques, les anticorps, comme des missiles à tête chercheuse, et des cellules tueuses programmées pour détruire uniquement les cellules infectées. Et la grande force de cette immunité adaptative, c'est sa mémoire. C'est ce qui la rend extraordinaire. Une fois que le corps a appris à combattre un ennemi, il s'en souvient. Il crée des cellules mémoire qui persistent des années. C'est pour ça qu'on a la varicelle qu'une fois. Exactement. Si le même pathogène revient, la réponse est immédiate, massive. L'infection est éliminée avant même l'apparition des symptômes. C'est le principe même de la vaccination. Pourtant, malgré tout ça, on tombe malade. Parfois, nos défenses sont débordées. Et c'est là qu'on appelle des renforts extérieurs, la médecine. Et nos sources insistent sur un concept clé, la toxicité sélective. C'est vraiment le concept fondamental. La toxicité sélective, c'est la capacité à créer une arme qui est mortelle pour le microbe, mais inoffensive pour nos propres cellules. Un poison ciblé. Comment c'est possible de tuer une cellule sans tuer celle qui est juste à côté? C'est possible parce qu'on exploite des différences fondamentales entre nos cellules et celles des bactéries, par exemple. On cherche une faille dans leur armure, une faiblesse qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Ok, donc trouver une vulnérabilité qui n'affecte que l'ennemi. C'est quoi la faille la plus connue qu'on exploite? La plus célèbre, c'est la paroi cellulaire des bactéries. Les bactéries ont une paroi rigide, une sorte d'exosquelette. C'est vital pour elles. Et nos cellules n'en ont pas. Absolument pas. C'est donc une cible parfaite. Les pénicillines, par exemple, agissent en bloquant la construction de cette paroi. Sans elles, la bactérie gonfle et elle éclate, comme un ballon. C'est une attaque structurelle. Mais on peut aussi viser des cibles à l'intérieur, dans la machinerie de la bactérie. Oui. Une autre cible de choix, ce sont ces usines à protéines, les ribosomes. Nos ribosomes et les leurs sont différents. Donc des médicaments comme les macrolides vont bloquer spécifiquement les ribosomes bactériens. Sans production de protéines, la bactérie ne peut plus fonctionner. On coupe l'alimentation de l'usine. C'est ça. D'autres vont cibler la réplication de l'ADN en bloquant des enzymes qui sont propres aux bactéries. Et j'ai lu qu'il y a deux grandes philosophies dans cette approche. Certains médicaments tuent, d'autres neutralisent. C'est la distinction entre les agents bactéricides et bactériostatiques. Les bactéricides, comme les pénicillines, tuent directement la bactérie. Ce sont les assassins. Et les bactériostatiques? Eux, ils ne font qu'empêcher les bactéries de se multiplier. Ils ne les tuent pas, ils les menottent. Attends, mais si ça ne les tue pas, comment on guérit? Ça paraît moins efficace. Ah, mais ce point est crucial. Un agent bactériostatique a besoin de l'aide de notre propre système immunitaire pour finir le travail. Le médicament immobilise l'ennemi et ensuite, nos propres forces de police viennent nettoyer. Donc c'est toujours une collaboration. Toujours. La guérison, c'est une collaboration entre le médicament et nos défenses. C'est pour ça que pour un patient très immunodéprimé, on choisira toujours un agent bactéricide. D'accord. Le tableau semble clair, on connaît les failles, on a des armes sur mesure, la bataille devrait qu'être gagnée d'avance. Sauf que la guerre n'est jamais terminée. les pathogènes ne se laissent pas faire. Ils évoluent, ils s'adaptent, ils développent des contre-mesures.
c'est le problème immense de la résistance aux antibiotiques. C'est le chapitre le plus inquiétant de cette histoire. La résistance acquise, c'est quand une bactérie au départ sensible devient résistante. Ça peut arriver par une mutation, un coup de chance, mais le mécanisme le plus puissant, c'est le transfert de gènes. Les bactéries s'échangent de l'ADN. Elles se partagent des informations, des cheat-codes pour survivre. C'est une excellente image. Elles échangent des gènes de résistance, souvent sur des petits cercles d'ADN mobiles appelés plasmides. Des plasmides, un peu comme des clés USB que les bactéries se passeraient entre elles. C'est une analogie parfaite. C'est ce qui rend la propagation si explosive. Une bactérie peut devenir résistante et ensuite copier-coller cette capacité à ses voisines, même d'une autre espèce. Comment elles font ça? Par contact direct, la conjugaison. Ou via un virus de bactérie qui agit comme un courrier. Ça permet à la résistance de se propager à une vitesse folle. Et concrètement, une fois que la bactérie a ce gène, ce super pouvoir, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ça lui donne accès à de nouvelles tactiques. La plus connue, c'est de produire des enzymes qui détruisent l'antibiotique. C'est le cas des bêta-lactamases, qui cassent la structure des pénicillines et les rendent totalement inoffensives. Donc la bactérie fabrique son propre bouclier chimique anti-antibiotique. Exactement. Une autre tactique, c'est de modifier la cible. Si le médicament est une clé conçue pour une serrure précise, La bactérie change la serrure exactement, et la clé ne fonctionne plus? c'est ça. Elle modifie un tout petit peu la structure de la protéine visée et ça suffit. Et enfin, il y a le développement de pompes à efflux. Des pompes à efflux. Elle installe un videur à l'entrée. C'est presque ça. Ce sont des protéines qui reconnaissent l'antibiotique dès qu'il entre et qui l'expulsent aussitôt. Avant même qu'il ait eu le temps d'agir. Donc si je résume, elles peuvent détruire l'arme, changer la cible ou éjecter l'attaquant. Elles ont une parade pour tout. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on prend un antibiotique, on ne fait pas que se soigner. On participe à une immense sélection naturelle. On tue les bactéries faibles et on favorise l'émergence des plus fortes. C'est terrible comme paradoxe. C'est le paradoxe au cœur de la médecine moderne. Chaque traitement réussi rend les futurs traitements plus difficiles. On sélectionne les superbactéries. C'est comme ça qu'apparaissent des souches comme le SARM, le staphylocoque doré résistant, qui est devenu un cauchemar à l'hôpital. C'est une véritable course à l'armement. Une course à l'armement évolutive, oui. En conclusion, cette relation hôte-pathogène, c'est bien plus qu'une infection. C'est une interaction dynamique, une guerre d'usure. Tomber malade, ce n'est pas juste de la malchance, c'est le résultat d'une victoire, souvent temporaire, du microbe. Et nos médicaments ne sont qu'un chapitre de cette course qui pousse constamment les microbes à innover pour survivre. Tout est à fait. Et ça nous amène à une réflexion finale, pour aller un peu plus loin. On a beaucoup parlé de bataille contre des envahisseurs hostiles, mais on n'a pas parlé des milliards de micro-organismes amis qui vivent en nous, notre microbiome. Ah oui? Quand on utilise un antibiotique à large spectre, on ne vise pas que l'ennemi. On lance une bombe à fragmentation sur tout un écosystème. On détruit des bactéries bénéfiques qui nous protègent, qui nous aident. On crée un vide. Et la nature a horreur du vide. Précisément. Et ce vide peut être comblé par des microbes opportunistes et résistants qui attendaient leur heure. C'est le cas du Clostridium difficile qui profite du chaos post-antibiotique pour proliférer. On appelle ça une surinfection. D'accord. Et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que la meilleure façon de combattre les infections est de chercher des armes toujours plus destructrices ou bien d'apprendre à cultiver, à soutenir nos propres alliés microbiens pour maintenir un écosystème sain qui nous protège de lui-même? La guerre frontale ou la diplomatie écologique? La réponse n'est pas simple.